Eh bien, on va vous présenter un reportage un peu inhabituel, en tout cas pour la TVNet citoyenne, puisque à la suite du conseil municipal du 26 mars 2018, comme vous avez pu le suivre sûrement, la minorité, dans toutes ses sensibilités politiques, que ce soit Parti socialiste, Cap à gauche, Europe Écologie Les Verts, n'ont pas souhaité siéger et donc ont quitté la salle pour des raisons suite au conflit du personnel de la ville par rapport à ce projet de réorganisation du travail et aussi par rapport au conflit des assistantes d'aide maternelle, par rapport à la suppression de ces postes, et puis aussi suite à, pour la troisième fois dans le mandat de Michel Dantin, l'évacuation du conseil municipal par la police. Donc il nous a semblé important, en tout cas dans la mission et puis les ambitions qu'on s'est données, nous, à la TVNet citoyenne, depuis maintenant 8 ans, de pouvoir justement rendre compte de paroles, de visages, de faits, d'événements qui sont ce qu'on a appelé, nous, orphelins de visibilité, puisque les autres médias n'en parlent pas. Et bien là, c'est notre, on va dire, vocation de donner la parole à ces représentants de la minorité pour qu'ils nous disent non pas ce qu'ils auraient pu dire à l'occasion de ce conseil municipal, parce qu'on ne va pas reproduire le dispositif du conseil municipal, mais on va les entendre sur ce qu'ils ont à dire sur ce conseil municipal, puisqu'il est important. Il y avait le compte de résultats administratifs de 2017 et puis le budget prévisionnel 2018. Alors, merci tout d'abord de nous proposer cette configuration et de nous donner la possibilité d'exprimer un certain nombre de choses suite à ce conseil municipal que nous avons souhaité quitter le 26 mars parce que nous ne souhaitions pas être complices de ce qui s'y est déroulé, à savoir une évacuation pour la troisième fois du public du conseil municipal par les forces de l'ordre. Donc, évidemment, nous avions préparé un certain nombre d'interventions, tous, et c'est intéressant de pouvoir aborder ces sujets. Plusieurs sujets. Premier sujet, le compte administratif et le budget primitif, c'est-à-dire la question budgétaire plus généralement. Et puis d'autres éléments ont été prévus à l'ordre du jour de ce conseil municipal, à la fois la question des ressources humaines, à la fois la question du parking Ravet à nouveau, et puis la question des tarifications périscolaires notamment. Donc, de façon à ce que la parole puisse être assez fluide, je vais commencer rapidement par quelques exemples de ce qui me semble symptomatique de ce budget et notamment de sa réalisation pour l'année 2017, c'est-à-dire ce qu'on appelle le compte administratif. Moi, j'ai noté quelques chiffres qui me semblent intéressants et qui révèlent tout à fait la politique qui est mise en œuvre. Je vais prendre quelques exemples. Il y a un an, lors du budget primitif 2017, le maire nous proposait de mettre 577 000 € sur la rénovation des écoles. Et puis on constate, dans le compte administratif, c'est-à-dire ce qui a véritablement été dépensé et réalisé, on constate que nous n'avons que 277 000 € qui sont dépensés. Ensuite, on avait budgété 1 million d'euros pour la restructuration de Malraux. Et on se rend compte, au final, un an plus tard, que seulement 540 000 € ont été dépensés. Autre exemple, 355 000 € avaient été budgétés pour le théâtre Charles Dullin, et seulement 247 000 ont été budgétés. Donc là, on voit qu'il y a un manque à gagner, si on peut le dire ainsi, par rapport à ce qui était inscrit au budget et qui représente environ un petit peu moins de 900 000 €, ce qui n'est pas rien. Alors on peut se dire, oui, mais il y a des contraintes budgétaires, on est bien conscient de tout cela, évidemment, il y a des contraintes importantes, donc le maire a fait un certain nombre de choix. Oui, tout à fait, il a fait des choix. Et on le voit bien quand on compare avec d'autres chiffres, qui eux n'ont pas forcément baissé. Je note par exemple que 300 000 € de plus ont été dépensés, 300 000 € de plus que prévu, ont été dépensés, par exemple, pour le centre de vidéosurveillance. On est passé de 900 000 € budgétés à 1,2 million réellement. Je note aussi qu'on a fait une dépense importante d'1,5 million d'euros
sur des horodateurs. Dans le cadre, bien évidemment, de la délégation de service public que nous contestons depuis le début, eh bien, il a fallu mettre à la corbeille, avant la signature, un certain nombre de choses, et ces 1,5 million en font partie. Donc, d'un côté, on a 900 000 euros, effectivement, sur des sujets qui sont importants, et puis notamment la rénovation des écoles, on en reparlera un peu plus tard, et en même temps, on a un peu plus d'1,8 million qui sont dépensés de façon supplémentaire sur des lignes qui ne sont peut-être pas prioritaires. Voilà, donc ça c'est assez symptomatique de ce compte administratif. Alors ensuite, le budget primitif lui-même, évidemment, là on est sur des choix politiques et on est sur une méthode. Oui, enfin moi, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit là sur le compte administratif 2017, quand on regarde vraiment ce qui a été exécuté, puisque c'est de l'exécution, là, donc c'est du réel, on sent bien qu'on est dans l'affichage, dans beaucoup d'affichage, donc les exemples ont été donnés, on pourrait les multiplier, mais ceux-là sont quand même emblématiques du plan de com, puisque quand on regarde bien les chiffres, il n'y a que sur l'investissement, puisqu'ils communiquent beaucoup sur l'investissement, on viendra sur le fonctionnement lors du budget, ils ont réalisé que 66% des crédits inscrits en investissement, en dépenses d'investissement. Donc ça veut dire que voilà, il y a quand même un manque à gagner dans l'investissement qui se reportera d'année en année. Donc ça, c'est quand même un problème majeur. Et un point de détail, parce qu'on est quand même à 2 ans maintenant de l'échéance, ce qui est intéressant, c'est de voir sur 2014-2018, puisqu'on a le budget 2018, mais là on est sur le CA 2017. Si on regarde bien, alors comme je dis, il y a un plan de com, le montant des investissements en 2013, donc la dernière année du dernier mandat, c'était 16,7 millions d'euros. En 2017, il y a eu 15,6 millions d'euros. Donc là aussi, il faut relativiser. Alors bon, après, il y a les contextes qui sont différents entre 2013 et 2017, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut regarder les choses réelles qui sont réalisées concrètement. Et plus concrètement, sur des secteurs, j'ai regardé moi un petit peu sur la tendance qui se confirme d'année en année depuis 2014. Sur la Cité des Arts, par exemple, sur la Cité des Arts, il y a la baisse des frais de personnel, donc ça veut dire qu'il y a moins de personnel à la Cité des Arts, on reviendra tout à l'heure dans le débat sur les effectifs, et en recettes aussi. Il y a moins de recettes actuellement, donc parce qu'il y a 2 caractéristiques, il y a la baisse de la participation de la région, la subvention de la région, quand même, à la Cité des Arts, c'est 27 000 euros de moins. À Eureka, c'est 25 000 euros, c'est-à-dire que leurs amis, même à la région, ne subventionnent plus à la hauteur de ce que c'était subventionné. Et ce qui est le plus inquiétant, à mon avis, c'est la baisse des inscrits et de la fréquentation. Voilà. Sur ces bibliothèques, c'est pareil, c'est la même tendance. On ne va pas développer, on ne va pas faire des chiffres en pagaille, mais on peut y aller. Il y a eu une augmentation sur la Cité des Arts, en tout cas, de l'adhésion. Sur la Cité des Arts, il y a moins 488 élèves qui ont fréquenté. Les tarifs, je parle. Non, mais il y a l'augmentation, oui. Les tarifs, peut-être. Il y a l'augmentation des tarifs. Bon, ce qui peut expliquer aussi une baisse de fréquentation. Il faudrait faire une analyse beaucoup plus fine, pourquoi les gens y vont moins aussi. Mais là aussi, c'est quand même sur Cité des Arts, musée, bibliothèque et galerie Eureka, on a les mêmes tendances. Sur les bibliothèques et médiathèques, qui sont quand même une particularité de la ville de Chambéry, quand même importante, c'est pareil, il y a moins 664 adhésions, ce qui n'est pas rien. Et près de 44 000 prêts de moins. Voilà, on ne va pas multiplier, mais on peut. Les documents sont publics, les gens peuvent aller les regarder, mais cette tendance, on l'avait déjà signalée, on l'avait bien analysée l'année dernière, elle se poursuit. Voilà.
Donc c'est aussi un problème qu'il y a aujourd'hui sur l'accès à la culture, puisque là on est sur le domaine de la culture. Peut-être, bon, on n'a pas tous les éléments, nous, hein, d'analyse, mais ça vaudrait le coup quand même de bien regarder ces tendances et de voir quelles sont les causes de ces tendances. Il y a certes, comme vous dites, la hausse des tarifs, mais il ne doit pas y avoir que ça. Voilà. C'est ces deux éléments complémentaires, voilà ce que je pouvais dire sur le CA. Pour terminer donc sur le compte administratif, concernant un petit zoom sur les dépenses d'équipement, c'est très éclairant puisqu'on était à peu près à 13 millions d'euros en 2013, on a 13 millions et demi affichés en 2017, mais entre les deux, c'est-à-dire sur 3 années, 2014, 2015, 2016, on a 9 millions et demi, 8 millions et demi et 11 millions,3. C'est-à-dire que sur les 3 ans, une baisse d'environ 8,6 millions d'euros. Et 8,6 millions d'euros sur les dépenses d'équipement, c'est très important, ça ne se rattrape jamais. On était de toute façon déjà en dessous des enjeux de l'entretien du patrimoine, etc. Et là, il y a une perte de 8,5 millions qui est compensée globalement par la baisse de l'endettement. C'est à peu près les mêmes chiffres. Donc là, le choix, il est clair. Est-ce qu'il vaut mieux baisser outrageusement l'endettement aux dépens de l'entretien et de l'entretien du patrimoine? Probablement qu'un autre choix aurait été possible, c'est d'essayer de partager un petit peu l'effort. On ne dit pas qu'il fallait rien faire, bien sûr, sur l'endettement, mais avoir une telle baisse sur les dépenses d'équipement, c'est effectivement mettre en insécurité et d'entretien l'ensemble du patrimoine de la ville, ce qui, de notre point de vue, n'est pas du tout un bon choix. Alors, sans rentrer dans ce débat-là, parce qu'il est complexe, et puis il a eu lieu déjà, notamment lors de votre mandat, en tout cas, Guy Fajot, Henri Dupassé, vous étiez élu, de cet endettement, de ces dettes structurées, compte tenu des taux du marché de l'époque, etc., on appelle de ces dettes, dont certaines étaient des dettes toxiques, qui a pesé sur le budget pendant plusieurs années de la ville de Chambéry. Là, semble-t-il, cette municipalité-là fait un effort considérable pour rembourser ce capital de la dette, puisque sur les 26,4 millions d'investissements, il y a 10,3 millions qui servent à rembourser le capital. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quelque chose de bien, rembourser la dette, parce que vous nous disiez que vous étiez obligé à l'époque, il fallait rembourser cette dette et qu'il faut rembourser les dettes qu'on a, soi-disant. Alors, il faut toujours se dire que la dette, ce n'est pas forcément un objectif en soi. Le remboursement de la dette, c'est est-ce qu'on a les moyens, effectivement, d'assumer cette dette. Et nous, on l'a toujours assumé. Depuis les derniers mandats, il y avait une dette importante et on a toujours, effectivement, assumé. Après, qu'il faille la contenir, on peut toujours en discuter. Mais quand on le fait au niveau de ce que fait la municipalité actuelle, c'est-à-dire moins 10 millions d'euros, c'est moins 10 millions d'euros sur les investissements. Et il faut toujours rappeler que les investissements, c'est du travail pour les entreprises locales et c'est de l'emploi local. Et donc, il y a un choix qui est clair, c'est effectivement renflouer les banques, on va dire ça comme ça, par rapport à faire travailler l'économie locale dans une période où les taux d'intérêt sont très proches de zéro. Donc, ce n'est pas le moment de faire autant d'efforts que ce qui est fait. Non, mais sur la dette, je partage tout à fait ce que vient de dire Henri. Bon, en plus, moi, j'avais voté contre la sortie qu'ils avaient proposée, c'est-à-dire rachat par l'État, par la SFIL. Voilà, parce que moi je considère toujours que les banques, il fallait les attaquer. Voilà. Alors il fallait être plus nombreux, bien sûr, dans un mouvement d'ensemble, parce que, là, en définitive, les banques, elles s'en sortent très bien. Je veux dire, voilà. Après, plus fondamentalement, alors c'est vrai qu'on ne va pas refaire le débat des emprunts structurés. Je ne sais pas combien de collectivités, des milliers de collectivités, d'hôpitaux, tout ça. On souscrit ces emprunts qui étaient présentés quand même par Dexia, qui était la banque de référence des collectivités locales. Moi, en plus, j'étais inspecteur des finances publiques, donc je connais un peu le truc. Bien que j'en ai jamais proposé dans les communes, dans les petites communes que je gérais à ce moment-là. Mais voilà. Après, plus fondamentalement, sur la dette, je crois que ils sont d'une orthodoxie que j'ai jamais vue, moi. On a l'impression que c'est
leur petit truc là, comment on dit, ma cassette, quoi. Enfin, pour déconner, mais non, mais c'est vrai, je veux dire, on a l'impression que bon, dès qu'ils font une dépense, c'est voilà. Bon, je crois qu'il faut une collectivité, elle se gère pas comme un budget familial. Ça, c'est une évidence. Bon, sinon, on fait autre chose. Bon. Et là, on a du mal à comprendre. Alors, il y a des conséquences quand même importantes de ne pas emprunter. Parce que le fait de ne pas emprunter, bon, c'est ce qu'a dit Henri, c'est que bon, on réduit les investissements, hein, parce que bon, à un moment donné, tu ne peux pas faire beaucoup d'investissements si on n'emprunte pas. Mais la conséquence majeure, moi, au-delà, c'est ce que j'aurais dit au conseil municipal, c'est que ça pompe sur les dépenses de fonctionnement. C'est ça aussi, le fait de ne pas emprunter. C'est-à-dire que, comme ils n'empruntent pas, alors on va faire un peu de technique. En 2017, hein. Oui, en 2017. Elle n'a pas emprunté, puis cette année, il y a des sommes, je ne sais plus combien, 4 millions, je crois, qui sont inscrits. C'est pas dit que ce soit réalisé, hein. On verra ça à la fin de l'année. Mais le problème, c'est ça, c'est que comme on n'emprunte pas, on a un déficit annuel d'investissement, et pour le combler, on prend sur le fonctionnement. Donc, ce qui fait que, à chaque fois, là, je ne sais pas combien cette année, je ne me souviens plus du chiffre, je ne sais pas si ce n'est pas 9 millions de mémoire, hein, de déficit d'investissement. Donc, ils sont obligés de dégager des excédents, c'est un peu technique, mais c'est quand même politique. Hein. Ils sont obligés de dégager des excédents de fonctionnement, dont une partie est déjà gagée pour combler le déficit d'investissement. Ce qui fait qu'il y a une pression sur les services. Le fonctionnement, c'est la masse salariale et les services, le fonctionnement des services, hein, pour aller très vite, plus les subventions aux associations. Ils sont obligés de faire une contrainte très forte pour financer aussi le déficit d'investissement. S'ils avaient emprunté, puisqu'on est toujours sur CA, s'ils avaient emprunté, même un petit peu, c'est à regarder, hein, on n'est pas aux affaires, je ne sais pas, mais même que 5 millions d'euros l'année dernière, ils auraient donné un peu d'air, en tout cas dans le fonctionnement des services, puisqu'ils n'auraient pas fait cette pression, justement, et sur les effectifs. Enfin, quand je dis les services, c'est la globale, la masse salariale, enfin tout ce qui comporte, ce que j'en dis, les associations et tout ça. Donc là, c'est une orientation politique. Voilà. Et sur le budget 2018, c'est du prévisionnel, hein, le 2018. Moi, je préfère parler sur l'exécutif, mais pour l'instant, on n'est que sur du prévisionnel. On verra. Pour comprendre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il y a toujours, un an après, une différence entre le réalisé, dépensé et budget. La vérité, c'est le budget réalisé. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est quand même important de faire... là, on est vraiment sur une orientation politique, enfin, à mon avis. Bon, c'est vrai que la dette dans une collectivité, c'est quelque chose d'important. C'est important à la fois en charge, et c'est important aussi en capacité d'investissement. Et on voit bien qu'il y a des choix, ça a été dit, je ne vais pas le redire, il y a des choix qui ont été faits. Moi, j'aimerais quand même rappeler une chose qui est quand même très importante. Dans un budget communal, toujours on doit être à l'équilibre. C'est-à-dire on ne peut pas être en déficit. L'exercice doit être équilibré, c'est-à-dire on ne peut emprunter que ce que l'on est capable de rembourser. Donc, à un moment, l'utilisation du levier d'emprunt, eh bien, c'est une utilisation politique. Et aujourd'hui, avec des taux qui sont parfois très largement inférieurs à 1%, eh bien, on peut se dire qu'il peut y avoir un effet utile à investir. Encore faut-il, quand on souhaite investir, avoir des idées d'investissement. Et c'est une liaison que je me permets de faire avec le budget primitif et avec ce qui nous attend pour 2018 et ce que nous avons vu depuis 4 ans maintenant, puisque l'intérêt du budget 2018, c'est qu'il s'inscrit dans la continuité de ce que nous voyons depuis 2014. Alors on ne va pas se raconter d'histoire, il y a un budget contraint. Voilà, on le sait, toutes les collectivités territoriales sont contraintes aujourd'hui. Il y a un certain nombre de nouvelles règles gouvernementales qui sont tombées et qui imposent aux collectivités une rigueur supplémentaire. Il n'empêche, on l'a montré d'ailleurs à travers le compte administratif, il n'empêche que dans ce cadre-là, eh bien, on peut néanmoins faire des choix. Et les choix que l'on perçoit, qui ont été faits par l'équipe actuelle, sans être trop longs, mais en restant sur les lignes de crête, je dirais, ou les aspects saillants, à mes yeux, elles sont de 3 ordres. On continue à être dans un manque de vision globale de ce que doit être notre ville. On a une gestion des dossiers qui est extrêmement
dure, et particulièrement, on en parlera dans un instant avec Françoise, sur la question des ressources humaines. Et puis, on est dans une politique perpétuelle de la défausse. Alors, je ne vais pas développer chacun des aspects. Le manque de vision globale, tout le monde le voit bien. On voit bien qu'on est dans une politique au coup par coup. On supprime un centre d'échange de bus, mais on n'a pas prévu ce qu'on allait faire derrière. Donc, on laisse désert pendant pratiquement 2 ans le boulevard de la Colonne. Puis, on se dit, tiens, il faut faire quelque chose. Puis, au final, on fait travailler une petite équipe. Et on fait un petit sondage. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas pertinent, que les habitants ne sont pas d'accord, qu'ils se mobilisent en masse. On ne les écoute pas vraiment, puis on finit par les écouter. Et au final, on a la situation que l'on connaît au niveau du boulevard de la Colonne, que l'on va connaître bientôt avec le haut de la rue de Boigne, que l'on connaît avec le réseau de bus depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, et puis que l'on connaît aussi avec le nouveau plan de circulation. C'est-à-dire des choses qui sont faites sans concertation et dans la dureté, et dans un contact minimal avec la population. Et puis, dès qu'il y a un problème, c'est toujours la faute des autres. Alors, évidemment, en ce moment, c'est la faute du gouvernement. C'est simple, puisque avec les nouvelles contraintes, eh bien, ça permet au maire de dire c'est pas moi, c'est le gouvernement. On a bien vu qu'un certain nombre de sujets, c'était la faute des prédécesseurs. On en a parlé à l'instant par rapport à la dette, mais on en a parlé aussi par rapport à plein d'autres projets qui ont été contestés, voire même remis en cause, et qui aujourd'hui sont pourtant les seuls qui sont ceux qui vont aboutir. Je pense à la piscine, qui est un projet ancien porté par d'autres que, je pense au PEM, bien évidemment, à la gare. Alors, on pourrait en parler longuement, ça mériterait pratiquement une émission sur la question de cette gare dite internationale et des enjeux notamment autour du Lyon-Turin. On a là un certain nombre de sujets qui sont finalement qui seront les réalisations de ce mandat et qui ont été initiés il y a bien longtemps. Et qu'est-ce qu'il reste finalement à cette équipe? Eh bien, essentiellement, un plan de circulation qui ne fonctionne pas, une politique de stationnement qui est désastreuse, un réseau de bus qu'on nous annonce comme efficace, qui est efficace essentiellement sur les grandes lignes, mais qui ne dessert pratiquement, qui s'est totalement dégradé sur la desserte des quartiers, desserte fine. Donc on a là quelque chose qui est dans la continuité, ce budget est dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2014. Non, mais par rapport au contexte budgétaire 2018... Qu'on appelle la contractualisation. Voilà, alors il y a 2 choses. Il y a la contractualisation, donc là c'est une orientation gouvernementale, 1,2 des dépenses de fonctionnement. Bon, il n'est pas obligé de signer le contrat, mais contrairement à ce qu'il dit partout. Bon, après, c'est un choix qu'il fera, parce qu'il peut... Après, il y a les pénalités, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qui est proposé. Alors, ça pose un problème politique majeur, c'est, qu'on avait déjà dit d'ailleurs dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, c'est que c'est quand même une remise en cause par ce gouvernement de la libre administration poursuite d'ailleurs, de la libre administration des collectivités locales qui perdent leur autonomie financière de plus en plus à chaque budget. Là, il va y avoir la suppression de la taxe d'habitation, c'est-à-dire que il y aura plus possibilité pour les communes de fixer les taux et de faire des recettes. Bon, les recettes seront certainement affectées. Bon, ça remet en cause, c'est un problème plus politique, on ne va pas le développer là. Alors la contractualisation, et puis alors là on est sur les dépenses, et puis il y a eu la contraction des recettes, avec la baisse des dotations. Alors pour aller sur ce budget, moi j'ai bien regardé, il a fixé 4 priorités. Alors ça va faire rire quand même les priorités. Priorité la jeunesse. Alors quand on voit ce qu'il fait avec les ATSEM, la jeunesse, ça peut partir à 2 ans déjà. La jeunesse, c'est la toute petite jeunesse, mais à 2 ans, on a des gamins qui sont scolarisés, en RED+, et sa réponse, c'est supprimer 16 postes d'ATSEM. Bon, on ne va pas en développer, je crois que les Chambériens, ils sont au courant de ce qui se passe, et encore une action demain de la communauté éducative pour défendre ces postes d'ATSEM. Alors sur les postes d'ATSEM, c'est pas très sérieux, c'est ce qu'on y a déjà dit, on y a écrit d'ailleurs, tous ensemble. C'est 0,4% des dépenses de fonctionnement.
maximum, parce que je crois qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, c'est que dans les 16, ils vont recaser un certain nombre, donc il n'y aura pas 16 suppressions nettes, je crois qu'il n'y en aura que 7 suppressions nettes, donc ça fera moins même, mais on ne va pas rentrer dans le truc. Donc ça veut dire que l'économie est insignifiante. l'économie est insignifiante par rapport à l'enjeu même. Hein, c'est-à-dire, c'est à peu près 300 000 euros sur un budget de 86 millions d'euros. Ouais, voilà. Bon, par rapport à l'enjeu que ça représente, et en plus en RED+, hein, parce qu'en dedans, et si on... Il ne faut pas qu'ils se précipitent, on va continuer à se battre hein, pour qu'ils reviennent sur ces décisions. En plus, le gouvernement a décidé hein, de scolariser obligatoirement les enfants de 3 ans, hein, pas la rentrée là, mais l'autre d'après, dans 1 an, quoi, 1 an et demi. Je crois qu'il faut aussi avoir un peu de perspective. Quoi, hein. Donc c'est vraiment une mesure, je ne sais même pas comment la qualifier, soit d'absurde, oui, ça je le dis, idéologique peut-être, mais je ne comprends pas où il aurait l'idéologie. Mais enfin, c'est un problème. Deuxième priorité, c'est les personnes âgées, je reprends hein, ce qu'il a décliné, moi, personnes âgées fragilisées. Quand on voit, Françoise pourrait en parler mieux que nous, puisqu'elle siège au CCAS, mais quand on voit les témoignages de personnels qui bossent, enfin qui travaillent dans les EHPAD, hein, oui, je crois que là aussi, il y a quand même un souci. La troisième priorité, alors là ça va faire rire, c'est l'amélioration des relations avec les usagers. Alors quand ils mènent une politique d'externalisation, de privatisation, de fermeture de services publics locaux, on peut améliorer les relations à l'usager, mais bientôt il n'y aura plus d'usagers, enfin de la ville quoi, hein, je parle. Hein. Donc c'est aussi... voilà, c'est un catalogue, on affirme, on affiche un certain nombre de choses, mais la vie et ce qu'on ressent, la réalité n'est pas celle-ci, puisque tous les services de proximité. Et le dernier, c'est le seul point où il est performant, c'est la sécurité, tranquillité publique. Jean-Benoît en a parlé. Là, on verra, même dans le détail, il y a les moyens, il y a une augmentation des effectifs. Hein. Françoise en reparlera. Voilà. Donc c'est le seul engagement qui... On ne peut pas dire qu'il ne le tient pas là, hein. Avec la multiplication des caméras, il en a annoncé encore. Bon, on ne va pas ouvrir le débat sur les caméras de vidéosurveillance, mais voilà. Donc sur les 4 priorités qu'il a, bon, il y en a une qu'il assure hein, pleinement, qui est totalement inefficace pour le quotidien des Chambériens. Hein. Moi, je ne vois pas l'intérêt, ce que ça apporte aux Chambériens. Voilà, c'était juste une remarque sur les priorités de M. le maire. On va en terminer avec la question budgétaire, parce que Guy a dit beaucoup de choses sur notamment les ATSEM, mais je pense qu'il faut aussi pointer, et ça fera la transition avec la question des ressources humaines, mais il faut pointer le fait que le maire nous a expliqué qu'il fallait revenir à 4 jours pour les rythmes scolaires. Il fallait revenir à la semaine de 4 jours, parce que c'était ce qu'attendait la population. Bon, alors on peut considérer qu'il y a eu un petit manque de courage politique, mais prenons-le comme un fait. On revient à la semaine de 4 jours. On économise plus de 300 000 euros par ce biais. Et en même temps, si je puis dire, on se retrouve avec une situation dans laquelle on nous dit « Ah ben on n'a plus les moyens de payer les ATSEM, qui sont celles qui encadrent nos enfants. » C'est quand même fondamental. Et le coût de la mesure que propose le maire, c'est à peu près le même que l'économie qu'il vient de faire en revenant en arrière. Alors, il n'a pas beaucoup de courage politique pour maintenir les 4 jours et demi, mais par contre, il est prêt à aller à un affrontement laissant des salariés de la ville 6 semaines en grève. 6 semaines en grève, hein, il va dans un affrontement important sur les ressources humaines pour un montant qui est comparable à l'économie qu'il est en train de faire. C'est un petit peu révélateur, me semble-t-il, de la politique menée. Alors déjà, mon point de vue, c'est comme mes collègues l'ont exprimé tout à l'heure, on ne peut pas voir le niveau local sans s'attacher au contexte national. Hein. On est dans un contexte national de rupture de politique sociale, avec une dégradation de l'image des fonctionnaires. On voit que cette politique se traduit à la fois par une réduction des moyens alloués aux collectivités et en même temps par des engagements de réformes structurelles
qui sont d'importance et qui, dans les grandes entreprises, ont donné lieu à des méthodes de concertation, à des méthodes de travail. Dans le peu de temps qui me reste, je voudrais insister non pas sur des faits concrets et pourtant d'importance, puisqu'on a vu en quelques mois 78 emplois supprimés. Mes collègues viennent de parler aussi du conflit avec les ATSEM, mais plutôt je voudrais m'attacher à la méthode. On a vu lors du dernier conseil municipal que la méthode choisie est plutôt un passage en force. Or, comme je faisais référence, toutes les grandes entreprises qui ont introduit des réformes structurelles, l'augmentation du temps de travail, c'est la partie visible de l'iceberg. En même temps, vous avez la modification de la pesée des emplois, vous avez la prime au mérite, qui sont des révolutions culturelles d'importance. Et on reste convaincu que, à l'exemple de ce qui se passe ailleurs, qu'on ne peut pas conduire ce changement en passage en force, c'est-à-dire sans concertation. Or là, par exemple, sur l'augmentation du temps de travail, quelle concertation il y a eu? Il y a eu des questionnaires remis aux chefs de service. Eh bien, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut asseoir un changement. Et je pense qu'il y a un choix politique entre imposer le changement ou conduire le changement. Conduire le changement, ça veut dire co-construire, ça veut dire prendre le temps d'écouter les représentants des métiers. Il y a plein de métiers différents dans une collectivité. Les représentants des différents services, il y a des services très différents, et les représentants des différentes catégories socio-professionnelles. Tout ça, ça prend du temps, ça n'a pas été fait. Donc je pense qu'effectivement, face au changement organisationnel important, c'est le passage en force et ça ne peut pas générer de la motivation. Et ça repose sur une sorte d'illusion qu'il y aurait des réserves à faire sur les conditions de travail, sur... Vous voyez, on entretient l'illusion qu'il y aurait des gains, plutôt que des réserves. Il y aurait des gains à faire. Or, c'est déjà extrêmement tendu. Ça fait des années que les départs en retraite ne sont pas remplacés. Ça fait des années qu'il y a une pression sur les moyens qui diminue. Donc, c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir toujours diminuer telle chose, augmenter, enfin voilà. Donc, je pense que ça sera compliqué. C'est complexe parce que ce sont des réformes, comme ça a été évoqué, qui touchent plein de thématiques. Mais à mon avis, ça ne pourra pas se mettre en place sans une véritable concertation. Et je tiens aussi à souligner que les salariés de la fonction territoriale sont des gens dévoués. Mes collègues ont parlé des ATSEM. Moi, je suis vraiment touchée de voir que ces mêmes personnels, qui sont quand même pas les plus hautes rémunérations de la fonction territoriale, ont été sommés de s'adapter quand il y a eu le changement des rythmes scolaires. Elles ont dû changer leur contenu d'emploi, elles ont dû se former, elles ont fait tout ça. In fine, pourquoi? Pour qu'on leur dise, on revient à la case départ, et puis à 16 d'entre elles, c'est fini, partez. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait un climat social favorable, propice à la conduite du changement? J'insiste vraiment sur cette notion de conduire le changement et non pas d'imposer le changement. Sans dire et sans prétendre que c'est facile. Ça serait malhonnête, ça sera complexe pour tout le monde. Non, juste par rapport à l'emploi, il faut regarder aussi, parce que souvent il parle de la masse salariale, juste un point sur la structure de cette masse salariale. Donc j'ai regardé, j'ai fait une petite étude, là, entre 2015 et 2017, donc il y a une baisse de la masse salariale sur les titulaires, il y a une augmentation très forte sur les non-titulaires, du même niveau, 838 000 euros, ouais. Et par contre, c'est là, sur les personnels extérieurs, c'est-à-dire sur les embauches de contractuels, on va les appeler comme ça, sur des missions, on ne sait pas lesquelles, nous d'ailleurs, là on est passé quand même de 210 000 euros, ce serait intéressant de voir, à 1 275 000 euros en 3 ans, sur du personnel extérieur. Donc ça, si on veut faire une investigation, ça me paraîtrait intéressant de savoir si c'était juste. Guy Fajot, c'est bien que vous en parlez, parce qu'à l'occasion de ce conseil municipal, vous n'y étiez pas, mais vous avez pu le voir, on a appris que même le Premier ministre était au courant que la masse salariale de Chambéry représentait 63%, ce qui serait apparemment champion du monde. Donc là, vous relativisez finalement cette structure-là. Oui, alors il faut la remettre sur les titulaires et les non-titulaires. Bon, sur le personnel extérieur, comme je viens de dire, on ne connaît pas leur mission, ça serait intéressant, mais on va le demander. Je crois qu'il faut que nous aussi, on vient de découvrir le chiffre parce qu'on s'est intéressé un peu, mais savoir vraiment
combien d'agents ça représente et qu'est-ce qu'ils font comme mission extérieure, enfin en tant que qualité de personnel extérieur. Alors on a l'emblématique Monsieur Crépy, ça on le sait. Bon, c'est un personnel extérieur qui travaille sur la mobilité, voilà, le déplacement. Que vous aviez soulevé en début Oui, de mandat, on l'avait. la rémunération. Qui double les compétences de Chambéry Métropole. Voilà. Mais voilà, et on sait, je ne sais plus combien c'est son salaire, on avait eu les éléments d'information, mais c'est pas le seul, donc il doit y en avoir quand même un certain nombre, et je pense que ça serait intéressant quand même de regarder, parce que... Oui, c'est la moitié du montant des APSAT. C'est la Tout moitié à fait. du montant des APSAT. Oui, voilà. Voilà, ça donne une... Alors sur la masse salariale, il faut faire gaffe aussi, hein, parce que comparer, bon, c'est pas 63%, mais enfin bon, peu importe, c'est pas le problème, on va pas chipoter sur les chiffres. Hein. C'est ce qui est annoncé. Mais il faut faire attention, parce que souvent on nous met des comparaisons avec des strates de villes de la même taille, mais ça dépend des services qu'on a dedans, hein. C'est sûr. Hein, moi, s'ils ont tout externalisé ou tout transféré à l'agglomération, c'est clair qu'il faut le revoir par le nombre d'agents. Voilà. Parce que souvent, moi, ces strates, je ne les prends plus. Hein. Le parking Ravet, il y avait une délibération qui visait à modifier les conditions du permis de construire par rapport au surplomb du bâtiment qui effectivement fait 7 étages, qui va être l'équivalent des immeubles avoisinants, qui pour nous effectivement est une hérésie urbaine, de caler un gros bloc de béton pour 500 voitures à cet endroit-là, à un endroit où il fallait plutôt créer une couture entre le Faubourg Nézin, qui est un quartier un petit peu délaissé mais très proche du centre-ville, avec le centre-ville. Et donc nous réaffirmons, nous, notre position qui consistait effectivement à faire un parking enterré, surmonté de logements, d'habitat pour pouvoir effectivement habiter ce secteur-là et surtout ne pas impacter effectivement toute la perspective urbaine que l'on peut avoir depuis les éléphants sur les Bauges. Alors, d'un point de vue plus personnel, nous, si nous faisions ce parking, c'est parce qu'on supprimait 1000 places sur l'axe de l'Alex dans le cadre du programme Chemetov. Le programme Chemetov ayant été abandonné, il y a quelques places qui vont être supprimées, mais beaucoup moins, c'est autour de 150. Et donc, un parking de 500 places, de mon point de vue, n'est plus du tout légitime. D'autant plus que j'ai fait un comptage dernièrement, puisqu'on a créé des parkings enclos, avec des barrières, etc. Donc, on a recréé, dans le cadre de la privatisation, beaucoup de places. Et aujourd'hui, en heure de pointe, c'est-à-dire les mardis et les jeudis, à 10h le matin et à 15h, 16h l'après-midi, il y a plus de 700 places disponibles dans l'ensemble des parkings en ouvrage et en enclos. Plus toutes celles qu'on pourrait libérer si on avait une autre politique vis-à-vis des pendulaires qui aujourd'hui squattent la plupart de nos parkings en ouvrage. Et donc, de mon point de vue, aujourd'hui, ce parking en nombre de places ne se justifie pas. Alors après, on peut faire le choix de rééquilibrer, de créer de nouvelles places, d'offrir de nouvelles places dans cette entrée de ville-là. De mon point de vue, c'est absolument pas au niveau des 500 places. Pour la simple et bonne raison aussi que un des exploitants qui a concouru pour construire ce parking, lui proposait 250 places. Bon, qui est le mieux positionné qu'un exploitant pour savoir quel est le besoin effectivement de stationnement sur la ville. Donc ce parking Ravet, effectivement, c'est une grosse erreur et on encourage la population à se mobiliser pour empêcher cette erreur urbaine. Vous disiez à l'occasion de ce conseil municipal, avant que vous partiez, Jean-Benoît Serino, que la tension était inouïe et que les conditions devenaient difficiles. Donc comment vous envisagez, vous, il reste encore 2 ans, vous le disiez Guy, dans ce climat très, très, très tendu, là, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous allez siéger au prochain conseil municipal? Oui, bien sûr, on va siéger au conseil municipal. C'est notre responsabilité que de siéger. On a été élus pour ça. Et si parfois on décide de ne pas le faire, c'est pour alerter les habitants sur un certain nombre de méthodes qui nous inquiètent. Voilà, je crois que la démocratie locale, c'est un rapport aux habitants qui doit être sain. Aujourd'hui, on a un rapport aux habitants qui est malsain. On a un rapport aux habitants qui est à côté de ce que devrait être une belle démocratie locale. Et Chambéry peut aujourd'hui faire vivre cette démocratie locale. Mais aujourd'hui, le maire a fait d'autres choix. Il tend la corde, il tend la corde, il tend la corde. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, stop.